Bonsoir à tous. Bienvenue à tout le monde sur, bienvenue à tout le monde à cette présentation sur le traitement médical de l'épilepsie. Mon nom est Dan Nguyen, je suis neurologue au CHUM, spécialisé dans le traitement de l'épilepsie. Je suis également chercheur au Centre de recherche du CHUM et titulaire de la chaire de recherche du Canada en épilepsie. Et puis, je suis également professeur à l'Université de Montréal. Donc, on va commencer tout de suite parce que quand même, il y a plusieurs choses à couvrir. Avant de commencer, je voudrais vous montrer ma diapositive de déclaration des conflits d'intérêts. J'ai déjà donné des présentations et participé à des comités aviseurs pour plusieurs compagnies qui commercialisent des médicaments anti-crise. Vous les avez ici, UCB, Paladin, SASH, Sunovion, Pendopharm, Jazz Pharma. La majorité de ces frais de rémunération ont été versés à la Fondation du CHUM. Donc, on va parler aujourd'hui de certaines généralités dans le traitement médical de l'épilepsie, notamment les principes de base, les médicaments qui sont disponibles sur le marché canadien, comment ils fonctionnent, comment on choisit les médicaments dans la pratique clinique, parler un peu de l'adhérence au traitement, quand est-ce qu'on choisit de traiter avec une seule molécule versus plusieurs, euh, parler un petit peu des génériques versus les médicaments originaux, et puis quand passer au traitement chirurgical. Le traitement chirurgical va faire l'objet d'une présentation séparée par Dr. Sami Obaid, qui est neurochirurgien en épilepsie. Et donc, on va pas parler en détail des différents types de traitements chirurgicaux. Donc, vous avez déjà eu une première conférence sur l'épilepsie 101. Alors, Dr. Toffa vous a parlé des principales causes de l'épilepsie et les mécanismes pathophysiologiques menant au développement de crise. Donc, j'ai juste quelques diapos pour vous remettre dans le bain. Donc, l'épilepsie, ça peut être causé par différentes étiologies. Ça dépend de euh, l'âge. euh, Souvent, par exemple, en jeune âge, dans la période néonatale, une des causes principales de l'épilepsie, c'est les complications à la naissance, donc l'anoxie néonatale. Puis évidemment, c'est là qu'on va avoir des épilepsies qui sont dues à des lésions congénitales, donc des malformations cérébrales du cerveau. Et puis, c'est surtout évidemment en enfance et dans l'adolescence qu'on voit apparaître les épilepsies en lien avec des mutations génétiques. Les épilepsies qui sont dues à des traumas crâniens, ça peut arriver à n'importe quel âge, évidemment. Les infections du système nerveux central, ça peut survenir à n'importe quel âge. Plus tard, vers l'âge adulte et l'âge plus avancé, on peut avoir des causes auto-immunes. Et puis, plus on vieillit, plus on est sujet à avoir des tumeurs cérébrales, d'abord des tumeurs bénignes et plus tard, avec des âges plus avancés, des tumeurs plus malignes. Et puis, les accidents vasculaires cérébraux, ça, c'est des maladies qui surviennent plus chez la personne âgée. Et les maladies dégénératives comme les démences, c'est plus chez les personnes âgées. Alors, quelle que soit la cause de l'épilepsie, le résultat final, c'est que la personne qui a une épilepsie a un débalancement entre les mécanismes excitateurs du cerveau et les mécanismes inhibiteurs du cerveau. Fait que dans le cerveau, on a des neurones qui sont inhibiteurs, puis des neurones qui sont excitateurs. Et puis, pour que ça fonctionne bien, il doit avoir un équilibre entre les deux. Comme par exemple, pour vulgariser, si je veux aller chercher ma tasse de café, il faut que je bouge mon bras et ma main pour aller chercher la tasse de café. Et donc, il doit avoir une stimulation. Donc, des, euh, il doit avoir un... Est-ce que c'est possible de fermer le microphone?
Docteur Nguyen, votre micro est éteint. OK, donc on va commencer. On va recommencer du début. Donc, bienvenue à tous. Mon nom est Daniel Nguyen, je suis le chef de service de neurologie au CHU. Mon domaine de spécialité, c'est l'épilepsie. Je suis également un clinicien-chercheur au centre de recherche du CHU et professeur à l'Université de Montréal. Donc, la présentation ce soir porte sur le traitement médical de l'épilepsie. Plus tard, il va y avoir une présentation sur le traitement chirurgical de l'épilepsie. Ce n'est pas quelque chose que je vais aborder ce soir. Alors, voici ma déclaration des conflits d'intérêts. J'ai déjà donné des conférences et participé à des comités aviseurs pour des compagnies qui commercialisent des médicaments anti-crise. Donc, vous les voyez ici. Aujourd'hui, je vais vous parler des principes de base dans le traitement médical, aborder les médicaments qui sont disponibles au Canada, comment ils fonctionnent, comment on choisit le médicament, parler un peu de l'adhérence au traitement, parler quand est-ce qu'on doit utiliser le médicament en monothérapie versus les combiner avec d'autres, et puis parler des génériques et des médicaments originaux, et seulement effleurer quand est-ce qu'on doit penser au traitement chirurgical. Donc, les causes de l'épilepsie, ça varie selon l'âge. Dans la période néonatale, une des causes principales, c'est les complications à l'accouchement, avec, par exemple, l'anoxie néonatale. Et puis, c'est là aussi qu'on va voir les épilepsies en lien avec les malformations du développement du cerveau, donc les lésions congénitales cérébrales. Et puis, c'est également en jeune âge qu'on va avoir les épilepsies qui sont dues à des mutations génétiques. Les épilepsies qui sont dues à des traumatismes crâniens, ça peut arriver à n'importe quel âge. Les épilepsies en lien avec les infections du système nerveux central, ça peut arriver à n'importe quel âge. Les épilepsies qui sont attribuables à des maladies auto-immunes, donc des maladies en lien avec le système immunitaire, ça apparaît plus en âge adulte et chez les personnes âgées. Les tumeurs cérébrales, c'est plus chez les adultes également et les personnes âgées. Et les épilepsies qui sont dues à des accidents vasculaires cérébraux, c'est plus chez les personnes plus âgées. Et évidemment, les épilepsies qui sont en lien avec des maladies dégénératives comme la maladie d'Alzheimer, c'est une forme d'épilepsie qui apparaît tardivement. Alors, quelle que soit la raison pourquoi les gens ont de l'épilepsie, le résultat final, c'est qu'il y a un débalancement entre les mécanismes excitateurs du cerveau et les mécanismes inhibiteurs du cerveau. Fait que, grosso modo, à l'intérieur du cerveau, il y a des neurones qui sont excitateurs, puis il y a des neurones qui sont inhibiteurs, puis dans un monde idéal, il y a un équilibre entre les deux. Donc, comme par exemple, si je veux aller chercher ma tasse de café qui est devant moi, je dois bouger mon bras et ma main. Alors, il y a des neurones qui doivent stimuler mon bras pour aller chercher la tasse de café. Donc ça, c'est les neurones excitateurs. Puis si je veux pas dépasser ma cible, il faut que j'aille des neurones qui disent à mon bras d'arrêter. Donc, il y a des neurones inhibiteurs qui vont contrôler mon mouvement. Alors, dans un système où c'est déséquilibré, si il y a un excès d'excitation, il est possible que mon mouvement n'arrête pas. Donc, dans un cerveau épileptique, donc, quelle que soit la raison, le cerveau d'un patient épileptique est dans un état d'hyperexcitabilité relative. Alors, l'excitation en général au niveau du cerveau, c'est médié par des neurones excitateurs. Puis les neurones excitateurs, ils vont libérer un neurotransmetteur qu'on appelle le glutamate. Et puis, il y a des neurones inhibiteurs. C'est des neurones qui vont relâcher des neurotransmetteurs inhibiteurs. Le principal, c'est le GABA. Alors, si je prends un exemple, quelqu'un, par exemple, je vais prendre le curseur ici. Donc, quelqu'un, par exemple, qui a eu un traumatisme crânien et puis qui a saigné au cerveau, mais ça va causer un dommage. Une fois que le sang est résorbé, on voit qu'il y a une cicatrice en arrière. Et donc, il y a des neurones qui ont été perdus. Et puis, si on a plus de neurones inhibiteurs qui ont été perdus, et
moins de neurones excitateurs qui ont été perdus par le traumatisme, mais à la fin, il y aura plus d'excitation que d'inhibition. Donc, cette personne-là qui a eu une cicatrice en lien avec le trauma crânien, il va être sujet à faire des crises d'épilepsie parce qu'il y a un excès d'excitation. Ça, c'est un autre exemple. Donc, c'est l'exemple d'une personne qui a une mutation génétique. Donc, ça, c'est de manière schématique un neurone. Puis le neurone, c'est comme une batterie. Ça laisse rentrer du sodium, ça laisse sortir du potassium, etc. Et donc, euh, ce neurone-là va libérer un neurotransmetteur. Fait que disons que ça libère un neurotransmetteur excitateur, comme le glutamate. Alors, s'il va libérer beaucoup de glutamate, euh, il va exciter la cellule suivante de manière excessive. Alors, imaginons que quelqu'un a une mutation qui fait en sorte qu'un de un des canaux qui permet l'échange de sodium et de potassium est perturbé. Alors, s'il laisse rentrer trop de sodium dans la cellule, ben, le sodium dans la cellule en excès va stimuler la relâche de neurotransmetteurs excitateurs et ça va stimuler la cellule subséquente de manière excessive. Et donc, quand la cellule est stimulée de manière excessive, ça peut générer des pointes épileptiformes et des décharges et des crises. Donc, ça, c'est une autre manière qui fait en sorte qu'il y a un état d'hyperexcitabilité excessive au niveau du cerveau. Pour essayer de simplifier ça, je vous ai mis ici l'analogie avec un verre d'eau. Donc, euh, imaginez que votre cerveau, c'est un verre d'eau, OK? Et puis, vous faites une crise. Une crise survient quand le verre, il déborde. Alors, en verre ici, ça, c'est un cerveau de quelqu'un qui n'est pas épileptique. Le verre, il est presque vide. Alors, il y a très peu de chances que le verre déborde. Donc, son risque de faire des crises est très, très faible. Disons que quelqu'un a eu un dommage au cerveau, OK? Donc, par exemple, un traumatisme crânien qui a laissé des cicatrices ou une mutation génétique ou une tumeur ou une autre raison. Ici, son verre d'eau va être à moitié rempli ou à trois quarts rempli. Donc, cette personne-là a un risque plus élevé que le verre déborde, donc un risque plus élevé de crise. Qu'est-ce qui va faire que le verre déborde? En général, c'est des facteurs précipitants, comme par exemple, les facteurs précipitants les plus connus, c'est la privation de sommeil, le stress, les fluctuations hormonales, principalement chez les femmes, la prise d'alcool et de drogue. Et alors, quand on a ces facteurs précipitants-là, ben, le verre, il continue à se remplir et puis il peut déborder. À ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'une crise survient. Alors, le principe simplifié du traitement, ben, il y en a plusieurs, mais le but, c'est de diminuer l'excitation, le niveau d'excitation du cerveau et augmenter le niveau d'inhibition du cerveau. Alors, il y a différentes manières. On peut jouer au niveau des facteurs précipitants, donc le sommeil, le stress, les fluctuations hormonales, l'alcool et la drogue. Et on peut essayer de diminuer le niveau d'eau en prenant des médicaments anti-crise. Ça va diminuer les risques qu'on fasse une crise. Donc, si on commence par le sommeil, donc le manque de sommeil, c'est un facteur précipitant fréquent de crise épileptique chez les gens qui ont une prédisposition à faire des crises, donc dont le verre est un peu plus rempli qu'une personne normale. Donc, le, le, le stress, c'est difficile. Des fois, c'est difficile, c'est possible de l'éviter, mais des fois, ça vient de l'extérieur et des fois, c'est difficile à éviter. Puis, le stress est souvent associé à d'autres facteurs précipitants de crise, comme par exemple, quelqu'un qui étudie pour ses examens de fin d'année, ben, il est plus stressé, mais aussi,
il va souvent étudier plus tard, jusqu'à 2 heures du matin. Donc, il y a aussi une privation de sommeil. S'il prend en plus, par exemple, des stimulants comme des amphétamines pour se rester réveillé ou beaucoup de café, à ce moment-là, tout ça, ça se combine et donc, il est plus à risque de faire des crises. Donc, le sommeil, c'est très important. Donc, évidemment, on recommande 6 à 8 heures de sommeil, ça dépend des gens. Il faut avoir un horaire, de sommeil régulier, dans la mesure du possible, de pas trop dévier, ces heures de sommeil et pour certaines personnes, ça peut être parfois nécessaire d'éviter les quarts de nuit parce que les gens qui travaillent, de jour, certaines journées de la semaine, puis de nuit, puis de soir et cetera, évidemment, ça fait en sorte que le cycle du sommeil est pas très régulier. Pour l'alcool, c'est également un facteur précipitant, fréquent. Donc, en général, les consommations, les consommations de faibles quantités dans certaines occasions, les anniversaires, durant le temps des fêtes, c'est acceptable. En général, le risque est minimalement augmenté, mais évidemment, il faut éviter les consommations régulières et les consommations en quantité excessive. Puis pour certaines personnes, on va même dire, de ne prendre aucune consommation, parce qu'ils sont par exemple particulièrement à risque de faire des crises. Moi, personnellement, les gens qui ont des antécédents, d'abus de substances, je préfère qu'ils prennent rien. Les gens qui ont déjà eu des crises reliées à l'alcool, je préfère qu'ils prennent rien. Les adolescents et les jeunes adultes qui ont de la difficulté à limiter leur consommation, je préfère qu'ils soient sages. Et évidemment, éviter les liqueurs fortes. Pour les drogues, bien évidemment, les substances, comme le cannabis à haute teneur en THC, la cocaïne, l'héroïne, l'ecstasy, les amphétamines, ça peut provoquer des crises chez les personnes, qui sont, susceptibles. Même chez les gens qui n'ont pas d'épilepsie, une intoxication à la cocaïne peut, provoquer des crises. Et puis le stress, bon, évidemment, il y a une solide association entre le stress et la survenue de crise. Alors, il faut essayer d'éviter ou contenir le stress, heu, prendre conscience des réactions inappropriées qu'on a parfois dans une situation de stress pour éviter de tomber dans le piège et parfois les interventions psychopharmacologiques ou comportementales peuvent parfois aider, pour réduire les risques de crise. Bon, chez certaines femmes, les fluctuations hormonales peuvent rendre les crises plus fréquentes ou plus intenses, surtout autour des règles ou de l'ovulation. C'est principalement dû à la fluctuation des concentrations d'estrogène. Malheureusement, dans le passé jusqu'à maintenant, essayer de traiter ces crises-là avec l'hormonothérapie, ça a eu des effets assez mitigés. Donc, les gens qui ont des crises catameniales, comme on les appelle, le traitement reste encore les médicaments anti-crise. C'est rare que de prendre des contraceptifs en continu ou faire des mesures plus drastiques comme des chirurgies. Euh, Ça, en général, ça n'a pas un effet très, très marqué. Et puis, l'adhérence, comme je vous ai dit, si quand on prend des médicaments, ben, c'est pour essayer de diminuer le niveau d'eau pour que quand on est dans une situation de manque de sommeil, de stress ou de prise d'alcool, le verre déborde pas. Alors, si quelqu'un oublie de prendre ses médicaments, le niveau d'eau remonte. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va faire une crise, mais ça le met plus à risque de faire une crise quand, par exemple, il est stressé, quand il manque de sommeil, etc. Le fait de sauter une dose, le niveau va remonter. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va faire une crise, parce que peut-être on n'a pas la tempête parfaite pour avoir une crise, mais ça ne veut pas non plus dire qu'on est guéri. Alors, c'est très important là, de bien prendre les médicaments. Les médicaments guérissent pas comme des antibiotiques, ils font juste protéger, donc diminuer le niveau d'eau pour minimiser les risques de crise. OK, donc tout ça pour dire que la première chose dans le traitement, de l'épilepsie, c'est avoir des bonnes habitudes de vie. C'est
plus important que de prendre des médicaments même. Donc, il faut faire attention au sommeil, au stress, à la prise d'alcool, de drogue. Vous pouvez prendre beaucoup de médicaments si vous n'avez pas de bonnes habitudes de vie. L'épilepsie va être difficile à contrôler quand même. Donc, ça, c'est la première étape, c'est le traitement non médical, c'est avoir de bonnes habitudes de vie. Maintenant, on va aborder les médicaments anti-crise. Donc, il y a beaucoup de médicaments anti-crise. En épilepsie, on a la chance d'avoir de nombreux médicaments, contrairement à d'autres maladies neurologiques. Donc, on les distingue, on distingue les médicaments de première génération, les médicaments de deuxième génération et les médicaments de troisième génération. Et puis, il y a d'autres médicaments qui continuent à être développés. Alors, on attend d'autres médicaments au cours des prochaines années. Alors, voici les principes généraux là, quand on prend des médicaments, donc quand on prescrit des médicaments. Évidemment, on essaye, dans la mesure du possible, de donner un seul médicament, donc la monothérapie. Et puis, on va recourir à la polythérapie seulement quand c'est vraiment nécessaire. Donc, souvent, on va essayer 2 essais en monothérapie avant de recourir à la polythérapie. Donc, si on essaye un médicament puis ça ne fonctionne pas du premier coup, souvent on va essayer un autre médicament, mais encore en monothérapie. Donc, on va enlever le premier, on va utiliser un deuxième. Mais si on voit que c'est une épilepsie un peu plus difficile, bien, à ce moment-là, on va recourir à 2 médicaments ou 3 médicaments ensemble. Quand on combine les médicaments, on essaye, dans la mesure du possible, de combiner des mécanismes d'action. Donc, chaque médicament agit de manière différente au niveau du cerveau. Alors, on essaye de combiner deux mécanismes d'action différents, comme par exemple, pour faire l'analogie, quand on essaye je sais pas moi, quand on essaie d'éteindre un feu, on essaie de ne pas juste utiliser une méthode, comme par exemple l'eau, mais on essaie aussi d'utiliser une autre méthode, comme par exemple le sable, pour essayer d'avoir l'effet désiré. Une autre raison pourquoi on veut mélanger les mécanismes d'action, c'est qu'il a été prouvé que si on utilise 2 médicaments qui fonctionnent presque de la même manière, il y a aussi plus de risques d'effets secondaires que si on mélange 2 médicaments qui fonctionnent de manière différente. Et puis, il y a toujours un dicton qui est toujours valide chez les personnes, surtout chez les personnes âgées, c'est aller lentement et commencer avec des faibles doses, puis augmenter progressivement vers des plus hautes doses si nécessaire, afin de minimiser les risques d'effets secondaires. Et puis, si on voit que les médicaments ne fonctionnent pas, comme par exemple, on a essayé 2 médicaments, 3 médicaments, mais il y a des réflexes à avoir, comme par exemple peut-être reconsidérer le diagnostic ou envisager d'autres types de traitements, comme par exemple le traitement chirurgical. On va revenir à ça plus tard. OK, donc je vous ai listé ici les médicaments qui existent avec leur nom commercial. Donc, le phénobarbital, euh, la phénitoïne, le nom commercial, c'est le Dilantin. L'acétazolamide, qui est le Diamox. La primidone, qui est la misoline. L'étosuximide, qui est le Zarontin. Vous avez la carbamazépine, qui est le Tegretol. Le diazépam, qui est le Valium. L'acide valproïque, qui est l'Ipival ou le Dépakine. Le clonazepam, qui est le Rivotril. Le clobazam, qui est le Frisium. La vigabatrin, qui est le Sabril. La zonisamide, qui est le Zonegran. La lamotrigine, qui est le Lamictal. L'oxcarbazépine, qui est le Trileptal. Le felbamate, qui est le Felbatol. Le gabapentin, qui est le Neurontin. Le topiramate, qui est le Topamax. La thiagabine, qui est le Gabitril. Le lévétiracétam, qui est le Keppra. La prégabaline, qui est le Lyrica. Le styrépentol, qui est la diacomite. Le rufinamide, qui est le Benzel. La leucosamide, qui est le Vimpat. Le slicarbazépine, qui est l'Aption. Le perambatel, qui est le Ficompa. Le brivaracétam, qui est le Briblera. Le Cenobamate, qui est le Xcopri. Donc, pour ceux qui ne savent pas, chaque médicament a un nom commercial. Ce nom commercial, il peut différer d'un pays à l'autre, mais ça, c'est les noms
de commercialisation au Canada. OK, c'est quoi un médicament original? Ben, c'est le premier médicament développé et mis sur le marché. Puis, c'est un médicament-là qui est protégé par un brevet pendant plusieurs années, période pendant laquelle seul le laboratoire d'origine peut le vendre. Et puis, il porte un nom commercial. Puis le médicament générique, c'est qu'une fois que le brevet est expiré, il y a d'autres fabricants qui peuvent produire une copie équivalente. Le générique contient, le même produit actif, mais il peut avoir, des excipients différents comme par exemple, c'est des substances non actives comme par exemple l'enrobage qui peut être un peu différent, d'un manufacturier à l'autre. Mais le produit actif, c'est le même. Et il porte le nom générique, heu donc, et parfois un nom de marque différent, comme par exemple, si c'est la compagnie Apo, ça va être Apo-Clobazam. Il est généralement moins cher que l'original parce qu'évidemment, l'original, ça a pris plusieurs années à la compagnie, le mettre, le développer, le tester, le mettre sur le marché, tandis que le générique, ben, la compagnie va juste copier, la formule chimique. Alors, c'est pour ça que l'original, est plus cher, et que le produit est breveté et protégé pendant quelques années, le temps que les compagnies puissent récupérer leur investissement dans la recherche. Les médicaments génériques, quand ils sont mis sur le marché, ben, ils doivent démontrer une bioéquivalence. Donc, il faut démontrer qu'ils relâchent le produit actif, de manière équivalente au produit original. Alors, en général, ils sont sûrs et efficaces. Ils sont aussi sûrs et efficaces que les médicaments d'origine. Il y a eu des études, des études scientifiques qui ont comparé, par exemple, la concentration de tel médicament, le générique versus l'original, et on fait des prises de sang de manière, sériée, puis on voit que les concentrations sont identiques. OK, donc comment ces médicaments-là fonctionnent? Ben, comme je dis, de manière simplifiée, c'est que on veut diminuer l'excitation. Donc, si on réussit à diminuer, par exemple, la relâche de glutamate, qui est le neurotransmetteur excitateur, ben, on va réussir à diminuer l'hyperexcitabilité du cerveau. Ou, par exemple, si on réussit à euh, augmenter l'inhibition, par exemple en augmentant la relâche du neurotransmetteur inhibiteur GABA, ben, on va réussir également à diminuer l'hyperexcitabilité. Donc, c'est pas important pour vous de savoir, comment chacun des fonctionne, mais le médecin, lui, il va le savoir. Donc, il y a des médicaments, comme je vous dis, qui fonctionnent sur, l'ouverture des canaux qui permettent l'entrée d'ions dans la cellule. Il y a des médicaments qui bloquent la relâche de neurotransmetteurs. Il y a des médicaments qui bloquent le récepteur qui va recevoir le neurotransmetteur. Donc, vous voyez, il y a des médicaments qui jouent sur heu, différentes parties de la synapse excitatrice. Puis, il y a des médicaments qui vont jouer sur la synapse inhibitrice. Alors, comme je le dis, les médicaments, le but vraiment, c'est de diminuer l'excitation et augmenter l'inhibition. Alors, vous avez la liste là, des mécanismes d'action de chacun des médicaments. C'est pas très grave là, de savoir tout ça, le médecin le sait. C'est juste pour vous dire qu'il y a des médicaments qui jouent sur plus qu'une manière. Donc, il y a des médicaments qui ont plusieurs mécanismes d'action. Puis, il y a des médicaments qui partagent le même mécanisme d'action. Fait que c'est pour ça que je vous dis, des fois, quand on doit combiner des médicaments, on essaie de combiner des médicaments qui ont des mécanismes d'action un peu différents ou complémentaires. OK, donc je vous ai montré qu'il y a vraiment beaucoup de médicaments anticrise qui sont disponibles sur le marché. Alors, comment est-ce que le médecin choisit lequel choisir pour telle et telle personne? Donc, en gros, là, ça, c'est les étapes du processus décisionnel. La première chose, c'est qu'on va choisir le médicament qui est le plus efficace pour, le type de crise ou le type d'épilepsie ou le syndrome épileptique de la personne. Donc, on vise l'efficacité maximale. Et puis par la suite, on va choisir s'il y a plus qu'un choix, OK, donc disons qu'il y a 3-4 médicaments qui pourraient être efficaces, ben, parmi ces médicaments
là, on va choisir celui qui a le moins d'effets secondaires. Donc, ça, c'est l'étape 2. Et puis, la troisième étape, c'est qu'on va regarder si la personne prend plusieurs médicaments. Puis, s'il prend plusieurs médicaments, bien, il faut faire attention. Est-ce qu'il y a des interactions médicamenteuses à prendre en considération? Et puis, on va regarder également les conditions physiologiques ou comorbides, c'est-à-dire les antécédents de la personne. Est-ce que c'est une personne qui, bon, est-ce que c'est une personne jeune? Est-ce que c'est une personne âgée? Est-ce que c'est une personne qui a des problèmes hépatiques, des problèmes rénaux? Euh, Est-ce que c'est une personne enceinte? Donc, ça, c'est toutes les conditions qui sont importantes dans la sélection du médicament. Puis après, c'est le mode d'emploi. Évidemment, on va essayer de choisir des médicaments qui sont relativement faciles à utiliser. Donc, comme par exemple, entre choisir un médicament qui doit être pris 3 fois par jour versus une fois par jour, ben, une fois par jour, c'est probablement un peu plus simple que 3 fois par jour. Et puis, en dernière considération, ben, on peut prendre si on a plus qu'un choix, on peut regarder également des considérations de coût. Donc, il y a des personnes qui ont des revenus plus faibles ou qui ont des assurances qui couvrent juste une partie du médicament. Donc, ça peut être un enjeu. Donc, en choisissant le médicament qui coûte moins cher, ça peut favoriser l'adhérence au traitement. OK, donc si on regarde chacune des étapes, donc la première étape, choisir celui qui est le plus efficace. Alors, vraiment, il faut, dans le choix d'un traitement, il faut essayer d'individualiser. Donc, c'est pas tous les gens qui ont le même type de crise. C'est pas donc, comme par exemple, il y a des gens qui ont des crises de type absence, il y a des gens qui ont des crises de type myoclonique, il y a des gens qui ont des crises tonico-cloniques généralisées, etc. Il y a des gens qui ont des spasmes infantiles. Donc, il y a des médicaments qui sont plus efficaces pour certains types de crises. Le type d'épilepsie, ça, on en a parlé à la dernière conférence, hein. Vous savez, il y a des épilepsies focales, il y a des épilepsies généralisées. Donc, la majorité des médicaments sont bons pour l'épilepsie focale, mais il y a juste certains médicaments qui sont bons pour l'épilepsie d'emblée généralisée. Donc, si on choisit mal le médicament, ben, ça sera moins efficace. Donc, des fois, c'est important de savoir si c'est une épilepsie focale ou généralisée dans le choix du traitement. Et puis, comme je vous ai dit, il y a aussi certains patients qui peuvent être catégorisés dans des syndromes. Euh, euh, donc, vous avez sûrement dû entendu parler du syndrome du petit mal de l'enfance, donc l'absence de l'enfance ou l'absence juvénile ou le syndrome de l'épilepsie juvénile myoclonique ou le syndrome de West ou le syndrome de Lennox-Gastaut. Donc, un syndrome, c'est un recoupement de signes et symptômes et d'anomalies à l'EEG et d'anomalies à la résonance et à l'examen physique qui fait en sorte que ces gens-là ressemblent et se ressemblent. Et donc, au fil du temps, on leur a donné un nom. Et c'est des gens qui ont donc des caractéristiques similaires. Alors, quand ils rentrent dans un syndrome particulier, ben, on peut apprendre de notre expérience antérieure parce qu'on sait que des gens qui ont ce type de syndrome-là, ben, à force d'essayer des médicaments, on sait c'est lesquels qui sont les plus efficaces. OK, pour les effets secondaires, donc la deuxième étape, on essaie de trouver celui qui a le moins secondaire, qui a le moins d'effets secondaires. Alors, il y a différents types d'effets secondaires. Il y a des effets secondaires qui sont reliés à la dose. Ça veut dire que plus la dose est forte, plus il y a de chances d'avoir d'effets secondaires. Plus la dose est faible, moins il y a de chances d'effets secondaires. C'est un peu comme quand on prend de l'alcool. Plus on prend de l'alcool, plus on risque d'être sous. Moins on en prend, ouais, moins on a de chances d'être sous. Les réactions, il y a aussi des effets secondaires qui sont idiosyncratiques. Ça, c'est souvent, c'est pas à cause de la dose, c'est du tout ou rien. Comme par exemple, une réaction allergique, c'est une réaction idiosyncratique. Donc, on l'est allergique ou on l'est pas allergique. Même une petite dose, on peut avoir une réaction allergique. Et ça, c'est souvent dû à notre bagage génétique. Et puis, vous avez les effets secondaires à long terme. Ça, c'est il y a certains médicaments, quand on les prend sur une longue période, pendant des années et des années, il peut avoir des effets secondaires à long terme. Donc, les effets secondaires qui sont
dépendant de la dose, mais évidemment, c'est facile. On a juste à rebaisser la dose ou enlever le médicament, puis les effets secondaires vont s'en aller. Les effets secondaires idiosyncratiques, comme par exemple les allergies, ben ça, c'est relativement rare, mais malheureusement, des fois, ils peuvent être potentiellement dangereuses. Comme par exemple, il y a des réactions allergiques qui peuvent être très sévères. Et puis, les effets secondaires chroniques qui sont dus à la prise à long terme, ça, c'est quand même peu fréquent avec les médicaments anti-crise. Euh, c'est certains médicaments là, qui peuvent donner ça, mais c'est quand même relativement rare. Ces effets secondaires-là, à long terme, c'est moins souvent réversible si on arrête la médication. Donc, bon, si on prend certains effets secondaires fréquents, ben, premièrement, c'est sûr que tous les médicaments anti-crise, ça peut donner de la somnolence ou ralentir, parce que comme je vous dis, les médicaments anti-crise, c'est fait pour calmer le cerveau. Donc, on veut calmer l'activité électrique excessive, mais malheureusement, les médicaments, ils agissent pas uniquement au niveau des cellules qui sont excitables, mais ça agit sur tout le cerveau. Donc, c'est une question de dose. Puis, certains médicaments peuvent donner plus de somnolence que d'autres, mais ça, il faut choisir ceux qui ont le moins de somnolence lorsque possible, puis évidemment ajuster la dose pour éviter d'avoir ces effets secondaires. Puis, parmi les médicaments, ben, il y a certains médicaments qui ont des effets secondaires un peu plus fréquents ou particuliers, comme par exemple le dilantin, quand on en a trop, là, ça se présente toujours de la même manière, c'est des troubles d'équilibre, donc c'est comme quelqu'un qui est sous. Tandis que des médicaments comme le Tegretol, le Vimpat ou le Lamictal, eux, quand la dose est forte, c'est souvent la vision embrouillée, les étourdissements. L'épival, souvent, quand la dose est trop élevée, c'est des tremblements, donc il faut diminuer la dose pour que les tremblements cessent. Euh, le Topamax, lui, souvent, c'est un manque d'humour, donc on cherche les mots, et ça peut couper l'appétit également. Donc ça, on a juste à baisser la dose, puis ça va s'améliorer, ou l'enlever et ça va se résorber. Il y a certains médicaments qui ont un peu plus de chances de donner de l'irritabilité. C'est pas un pourcentage élevé, mais des médicaments comme le Keppra ou le Ficompa ou le Topamax, ça peut donner environ 10% d'irritabilité. Évidemment, ça, on enlève le médicament et ça va disparaître si c'est à cause du médicament. Puis, il y a des médicaments qui donnent plus de somnolence que d'autres, comme par exemple tout ce qui est benzodiazépine, comme par exemple le Frisium, le Rivotril et le phénobarbital. C'est des médicaments qui donnent un petit peu plus de somnolence que les autres. Et pour les médicaments, les effets secondaires à long terme, ben, la majorité des médicaments anti-crise, c'est un facteur de risque mineur pour l'ostéoporose quand on en prend sur des longues périodes. On parle de vingtaine d'années. Mais c'est pas un effet secondaire à long terme très important. Comme je vous dis, c'est un facteur de risque mineur. Le facteur de risque majeur pour l'ostéoporose, c'est le vieillissement, la ménopause et l'alimentation et l'exposition solaire, hein. Puis l'ostéoporose, ben, c'est quand même facile à traiter là, avec la vitamine D, le calcium, etc. Le dilantin, quand on en prend sur une longue période, des fois, ça fait un peu enfler les gencives. Donc, c'est une bonne hygiène dentaire, c'est très important. Et quand on en prend sur une très longue période, des fois, ça peut donner un peu d'atrophie au niveau du petit cervelet. Et ça, c'est quand même assez rare. Mais à ce moment-là, quand c'est le cas, ça peut donner un peu de trouble d'équilibre. Et puis, l'épival, j'ai à peu près, je dirais, le tiers des gens qui prennent ça, ben, c'est un médicament qui peut donner, augmenter un peu l'appétit. Et donc, les gens vont manger un peu plus. Ils ont l'impression de pas avoir été rassasiés après leur repas, donc ils vont manger plus. Et donc, ils peuvent gagner du poids. Et donc, si on gagne quelques livres par-ci, par-là au fil des mois, des années, ben, ça peut s'accumuler. Ça, ici, pour enlever cet effet indésirable-là, il faut enlever le médicament.
OK, les effets secondaires rares, là, comme je dis, c'est principalement des réactions allergiques. OK, à ce moment-là, il faut arrêter le médicament immédiatement, aviser son médecin. Des réactions plus rares, ça peut être par exemple des hépatites. Ça, c'est extrêmement rare. On parle de 1 sur des dizaines de milliers de cas. Euh, Même chose pour la granulocytose ou les pancréatites. Ça, c'est extrêmement rare. Je pense que dans ma carrière, j'ai vu une fois. Bon, si on va à l'étape 3, les interactions médicamenteuses, alors il faut savoir que les médicaments anti-crise peuvent avoir des interactions entre eux et avec d'autres médicaments que la personne prend, des fois en induisant le métabolisme de ces médicaments-là ou plus rarement en l'inhibant. Donc, quand on prend plus qu'un médicament, c'est toujours bien, ben, le médecin doit prendre compte de ces interactions-là puis ajuster la dose en conséquence. Ou sinon, il y a toujours le pharmacien avec qui on peut s'entretenir. Alors, les médicaments qui peuvent fréquemment utiliser, là, qui sont sujets à interaction, comme par exemple les contraceptifs oraux. Donc, il y a certains médicaments qui peuvent avoir des interactions avec les contraceptifs oraux. Il y a les gens qui prennent des médicaments pour éclaircir le sang. Donc, il y a certains médicaments anticrise qui peuvent interagir avec ces médicaments-là. Ceux qui prennent de la chimiothérapie, ceux qui prennent des médicaments pour le VIH, les stéroïdes, etc. Donc ça, comme je dis, il y a trop de médicaments pour le dire, donc il faut en parler avec son médecin puis le pharmacien. Bon, l'étape 4, c'est prendre en compte des conditions physiologiques ou comorbides, donc les autres problèmes, les autres états physiologiques ou problèmes de santé que la personne a. Donc, des exemples, là, c'est par exemple tenir compte de l'âge de la personne dans le choix du médicament, tenir compte du sexe, tenir compte de la fonction rénale de la personne, tenir compte si c'est une femme en âge d'avoir des enfants, euh, est-ce que c'est une personne qui a un embonpoint, est-ce que c'est une personne qui est très maigre, etc. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, disons qu'on a une femme en âge d'avoir des enfants. Donc, à ce moment-là, quand on choisit un médicament, on essaie de planifier un peu à l'avant. Disons qu'elle veut pas tomber enceinte maintenant, mais qu'elle veut tomber enceinte, je sais pas moi, dans 3, 4, 5 ans. Alors, si on choisit un médicament, ben, c'est peut-être préférable de choisir un médicament qui va être sécuritaire pour la grossesse en prévision du futur. Donc, il y a certains médicaments qui sont associés à des faibles taux de malformation du fœtus, tandis qu'il y en a des médicaments qui ont un risque de malformation plus élevé. Alors, tant qu'à choisir, choisir le bon en prévision du futur. Alors, comme par exemple, vous voyez ici le taux de malformation euh, fœtale chez les bébés de femmes qui prennent certains médicaments. Donc, on essaie de prendre ceux avec les plus faibles risques et éviter ceux qui ont dont les risques sont les plus importants. Donc, ça, c'est un élément que doit tenir compte le médecin quand on choisit euh, le médicament pour la personne. Ça, c'est un autre exemple. Donc, il y a des médicaments, il y a des gens qui ont des maladies rénales, qui ont des maladies hépatiques. Fait que si, par exemple, le médicament antiépileptique, il est éliminé par le foie, puis que la personne a une maladie du foie, ben, elle va être moins en mesure d'éliminer le médicament. Donc, le médicament pourrait s'accumuler et causer de la toxicité. Donc, il faut faire attention. C'est la même chose s'il y a un médicament qui est éliminé par le rein, puis le rein fonctionne moins bien, ben, il faut ajuster la dose ou changer de type de médicament. Donc, ça, c'est des considérations que le médecin doit prendre en considération dans le choix des médicaments. Un autre exemple, c'est les personnes âgées. Les personnes âgées ont souvent un métabolisme plus au ralenti qu'un enfant. Donc, on doit ajuster les doses en conséquence. Donc, c'est comme si, comme par exemple, quand on était jeune, on pouvait prendre de l'alcool facilement sans devenir sous, mais quand on devient plus âgé, ben, notre corps métabolise moins vite l'alcool. Alors, la même consommation qu'on pouvait prendre avant, ben, ça va nous affecter plus. Donc, c'est les mêmes choses avec les médicaments anti-crise. Il faut ajuster la dose selon
le métabolisme corporel des patients. OK, puis parmi les autres, si la personne a des maladies autres que l'épilepsie, ben à ce moment-là, si le médicament anticrise peut aider autant l'épilepsie que les autres problèmes de santé, ben on va en profiter pour choisir celui-là. Comme par exemple, il y a certains médicaments anticrise qui sont également bons pour les gens qui ont des fluctuations d'humeur ou la maladie bipolaire. Donc, comme par exemple l'acide valproïque, la lamotrigine, c'est des médicaments que les psychiatres utilisent dans le traitement de la maladie bipolaire. Donc, si le patient, si la personne est épileptique et a aussi une maladie bipolaire, mais on va favoriser ce médicament-là parce que ça va être une pierre deux coups. Ça va aider autant pour l'épilepsie que la maladie psychiatrique. Ou les gens qui ont des migraines, par exemple, ben, il y a certains médicaments anti-crise qui peuvent diminuer la fréquence des crises migraineuses. Fait que pourquoi pas utiliser ces médicaments-là qui va aider la personne pour l'épilepsie et pour un autre problème de santé. Si quelqu'un a de l'embonpoint, ben, c'est sûr qu'on va choisir un médicament qui, premièrement, pas, on va pas choisir quelque chose qui va empirer son problème de poids, mais si possible, si c'est un médicament qui coupe un peu l'appétit, ben, on va en profiter. On va l'essayer parce qu'on pourrait l'aider pour un autre problème de santé. Donc, des fois, on va choisir un médicament par-dessus un autre médicament parce que on veut aider autant l'épilepsie qu'un autre problème que la personne peut avoir. Bon, pour la facilité d'emploi, là, je voulais mentionner tantôt, il y a des médicaments qui sont pris une fois par jour, il y en a qui sont pris deux fois par jour, trois fois par jour. Il y a des médicaments qui ont besoin de faire des prises de sang, il y en a d'autres qui n'ont pas besoin de faire des prises de sang. Il y a des médicaments qu'on doit introduire de manière assez compliquée, très lentement, avec augmentation de dose à chaque 2 semaines, etc. Puis il y a des médicaments qu'on peut prescrire assez vite, euh, sans grande titration, puis ça fonctionne d'emblée. Fait que, on va prendre en considération ces éléments-là dans le choix des médicaments. Alors, comme par exemple, il y a une personne qui a une épilepsie, puis on veut faire un changement rapide ou introduire un changement de manière urgente, ben, on va choisir un médicament qui agit rapidement parce qu'on n'a pas le temps de prendre 1 ou 2 mois pour introduire un médicament. Et puis, les coûts, comme j'ai dit, la majorité des vieux médicaments sont pas chers parce que, bon, il y a des génériques et donc les génériques coûtent moins cher. Puis, la majorité des nouveaux médicaments sont plus chers et vont devenir moins chers quand il va y avoir des copies. Bon, donc on va passer maintenant sur l'efficacité des médicaments. Donc, grosso modo, là, quand les gens qui ont une épilepsie, le premier médicament qu'on va utiliser, il y a 47%, donc en disant 50% là, de chances que l'épilepsie soit contrôlée avec le premier médicament. C'est pour les gens qui continuent à faire des crises, si on change à un autre médicament, par exemple, ben, cette personne-là a à peu près 13% de chances d'arrêter de faire des crises. Et si, malgré l'essai de 2 médicaments, la personne continue à faire des crises, c'est un indice que cette personne-là a une épilepsie difficile à contrôler. Alors, à ce moment-là, l'essai d'un troisième médicament, un quatrième médicament, cinquième médicament, 10e médicament, les chances d'un contrôle éventuel des crises diminuent. Euh, donc, euh, au fil des années, il y a eu plusieurs médicaments qui ont été mis sur le marché, puis en général, dans une population qui a échoué déjà 2 à 3 médicaments, les chances qu'un nouveau médicament va réussir à contrôler les crises de manière complète, on parle de à peu près 5% en moyenne, OK? Euh, c'est à peu près 30% de chance de réduire la fréquence des crises, mais arrêter complètement d'avoir des crises, c'est à peu près 5 à 10%. Donc, il faut quand même essayer et persévérer pour essayer de trouver le bon médicament ou la bonne combinaison, mais il faut avoir des attentes plus raisonnables. Comme je dis, là, c'est quand on échoue les 2, 3 premiers médicaments,
ça veut dire qu'on fait face à une épilepsie un peu plus difficile. Donc, il y a certaines épilepsies qui sont difficiles et d'autres épilepsies qui sont plus faciles. Les plus faciles sont plus faciles à contrôler, les plus difficiles sont difficiles. C'est pareil pour presque toutes les maladies en médecine. Il y a certains cancers qui sont difficiles à traiter, il y en a d'autres qui sont plus faciles. Il y a certaines maladies, il y a certaines pneumonies, c'est facile à contrôler, mais d'autres qui sont difficiles. Donc, c'est un peu la même chose en épilepsie. Il y a certaines épilepsies qui sont difficiles et il y en a d'autres qui sont plus faciles. Les plus faciles, on le sait tout de suite après l'essai de deux médicaments. Bon, le seul peut-être médicament dont les chances d'arrêt complet des crises qui sont un peu plus élevées que 5 à 10 c'est un nouveau médicament qui est sorti récemment, c'est le Cenobamate ou le Xcopri. Dans les études, là, c'est jusqu'à 20 des gens qui avaient arrêté de faire des crises, donc des gens avec une épilepsie complexe, compliquée, qui ont arrêté de faire des crises. Alors, le, le, ça, c'est pour l'efficacité. OK? Donc, comment on introduit les médicaments? Ben, il faut atteindre un bon équilibre entre efficacité, donc contrôle des crises, et tolérance, donc la présence d'effets secondaires. On commence en général avec des faibles doses, puis on augmente progressivement selon un schéma prédéfini. Puis on fait une titration personnalisée selon le profil du médicament, selon l'âge de la personne, le poids, la fonction rénale, la fonction hépatique, les autres maladies. Donc, on ne traite pas tout le monde de la même manière. On essaie d'individualiser le traitement. Et puis, on ajuste par la suite selon la situation. Est-ce que la dose qu'on a utilisée, il y avait des effets secondaires, on doit se réajuster? Est-ce que la dose qu'on a choisie, ben, ça n'a pas réussi à contrôler toutes les crises, donc est-ce qu'il faut majorer le traitement? Donc, euh, je voulais vous expliquer c'est quoi le terme épilepsie réfractaire. Le terme épilepsie réfractaire, c'est réservé, bon, on utilise ce terme-là quand une personne a échoué 2 médicaments anticrise. C'est la définition officielle de la Ligue internationale contre l'épilepsie. Évidemment, ça doit être des médicaments qui sont choisis de manière appropriée puis qui ont été pris adéquatement. Donc, quelqu'un qui a bien pris, qui n'a pas sauté des doses, etc. Puis la dose qu'on a utilisée, c'était la bonne dose. Donc, pourquoi le chiffre 2? Ben, ça revient à l'étude que je vous ai montrée dans quelques diapositives auparavant, parce qu'on sait que les gens qui essayent un premier médicament, ils ont 47 d'arrêter de faire des crises, qui essayent un deuxième médicament, ils ont 13 de chance d'arrêter de faire des crises. Mais après ça, un troisième, un quatrième, un cinquième, les chances sont plus autour de 5 Donc, c'est pour ça qu'on met la limite dans cette définition à 2. C'est des considérations assez pratiques et basées sur des données scientifiques. Puis, le but d'utiliser 2, c'est pour faciliter un petit peu, passer le message aux médecins de famille ou aux médecins qui ne sont pas nécessairement spécialistes en épilepsie que si ça fait 2 médicaments que vous essayez puis que les crises n'ont pas été contrôlées, ben, ce serait bien qu'ils soient vus par un spécialiste en épilepsie parce que peut-être le diagnostic, c'est pas le bon. Alors, si le patient, c'est pas vraiment une épilepsie, mais une maladie qui mime l'épilepsie, ben, c'est sûr que les médicaments vont pas fonctionner. Alors ça, une raison c'est un bénéfice de référer à un spécialiste parce que des fois, on peut reposer le diagnostic, revisiter le diagnostic. Et puis, le spécialiste a accès à son bagage d'expérience, puis à des outils comme par exemple les enregistrements vidéo. Et puis, il y a aussi l'avantage de référer à un spécialiste, c'est que, bon, ben, dans les centres tertiaires et quaternaires, ben, on a accès à la chirurgie d'épilepsie. Alors, c'est pas tout le monde qui est un bon candidat à la chirurgie, on verra ça dans la prochaine conférence, mais pour les gens qui ont une épilepsie qui peut être traitée par une chirurgie, ben, au lieu de
s'acharner à essayer de nombreux médicaments pendant les 10 prochaines années, ben, peut-être qu'une chirurgie précoce aurait pu régler le problème. Donc, mais comme je vous dis, c'est pas tout le monde qui peut être opéré. Puis il y a certaines chirurgies qui sont associées à un haut taux de succès, puis il y a des chirurgies qui sont associées à des taux modestes de succès. Donc, mais le fait de faire des investigations pour voir si on est un bon candidat, ben, ça permet de savoir si c'est un cas facile ou un cas difficile. Puis si c'est un cas difficile pour une approche chirurgicale, mais au moins, on aura fait les examens, puis on pourra continuer à essayer d'autres médicaments anti-crise. Donc ça, c'est un peu l'algorithme. Là, si vous avez une épilepsie, on commence avec le traitement médical. Puis le traitement médical, comme je dis, on a à peu près 2 tiers des chances d'être contrôlé. Puis le reste des personnes qui continuent à faire des crises, bon, on appelle ça des épilepsies réfractaires ou pharmacorésistants. Puis donc, on recommande de voir, de revisiter le diagnostic et de voir aussi si c'est vraiment une épilepsie, de voir si une approche chirurgicale peut être faite. Mais comme je vous dis, c'est pas tous les gens qui peuvent avoir, euh, qui sont des bons candidats à une chirurgie. Fait qu'à ce moment-là, on décide si on continue avec des traitements médicaux ou on continue avec, ou on explore d'autres types de traitements chirurgicaux comme la neuromodulation. Le, je vais juste parler brièvement des traitements alternatifs, mais on fera probablement un atelier spécifiquement sur ces sujets-là parce que c'est des sujets où on peut passer plus de temps. Donc, la diète et le cannabis. Donc, la diète cétogène classique, c'est un traitement qu'on utilise surtout dans les milieux pédiatriques. C'est une diète là, qui est bien contrôlée, riche en gras, faible en glucides, modéré en protéines avec un ratio 3 pour 1 ou 4 pour 1. Et donc, là, ici, on calcule exactement ce qu'on donne en termes de glucides, protéines et gras. Et c'est quelque chose qui fonctionne très bien avec une réduction de la fréquence des cris. Là, ici, vous avez 50% qui ont une réduction de plus de 50% de la fréquence des crises. Puis, le 30% des gens avec une réduction de 90% et plus de leur crise. Mais c'est quelque chose qui est quand même difficile à instaurer. C'est principalement utilisé dans certains syndromes qui sont associés à des crises là, quotidiennes et associées à une épilepsie très difficile à contrôler, qui a pas répondu à plusieurs médicaments, et souvent qui sont associés à une déficience intellectuelle. C'est difficile une diète, comme n'importe quelle diète, c'est difficile à respecter. Et donc, les gens qui sont chez qui ça fonctionne le plus, c'est souvent des gens, des patients dont c'est les parents qui s'occupent de la diète, donc qui gèrent ce que les enfants vont manger. En âge adulte, chez les gens qui peuvent ouvrir le frigo, manger ce qu'ils veulent, tricher, à ce moment-là, évidemment, la diète, c'est plus difficile à maintenir et donc les taux de succès sont moins bons. Il y a eu, au fil des années, plusieurs variantes moins strictes que la diète cétogène qui ont été tentées, qui sont moins efficaces que la diète cétogène classique, mais quand même un petit peu efficaces. Donc, la plus connue, là, c'est la diète Atkins modifiée. On voit plusieurs livres de recettes là, dans les librairies. Et puis ici, on oublie les ratios classiques 4 pour 1, 3 pour 1, puis on utilise un ratio moins sévère. Et puis, on met l'accent sur la quantité de glucides. Donc, on ne calcule pas tous les autres composantes. On calcule sur tous les glucides, puis on essaie d'avoir moins de 20 grammes par jour. Et puis, à cause que c'est une diète un peu plus facile, elle a plus de chances d'être maintenue à long terme. Mais c'est sûr que si on triche, mais là, on perd l'effet de la diète. Alors, excusez. Donc, comme je dis, les taux de réponse sont un petit peu meilleurs, un petit peu moins bons que la diète cétogène classique. Et l'enjeu principal, c'est l'adhérence au
traitement. Donc, comme n'importe quelle diète, comme par exemple, on fait une diète pour maigrir, ben, ça fonctionne au début, on perd du poids, et puis après, ben, on perd la discipline, et puis on retourne à la case de départ. Puis pour le cannabis, ben, évidemment, l'Épidiolex est maintenant disponible au Québec. C'est un médicament oral à base de cannabidiol purifié. Donc, vous savez, dans la marijuana, il y a plusieurs composantes, une centaine, mais les principaux sont le THC et le CBD. Le THC, c'est celle qui donne l'effet euphorique, tandis que le CBD n'a pas cet effet euphorique-là. Puis dans les études animales, c'est le CBD qui a un effet anticonvulsivant. Et donc, il y a eu des études animales, puis par la suite, chez les humains, principalement aux États-Unis, sur des syndromes épileptiques très réfractaires, c'est-à-dire le syndrome de Dravet, le syndrome de Lennox-Gastaut et la sclérose tubereuse, souvent en association avec d'autres médicaments. Et puis, ces études-là ont été positives, de sorte que le médicament, l'Épidiolex, a été approuvé par la FDA et puis par la suite par Santé Canada. Et il faut faire attention, là, c'est une huile qui est prise tous les jours, 2 fois par jour, et c'est pas un joint qu'on fume à l'occasion. Alors, c'est un traitement, là, comme n'importe quel médicament où on prend à tous les jours. Et c'est à peu près 40% des gens qui ont une diminution de la fréquence des crises avec, dans les syndromes de Dravet, de Lennox-Gastaut et de sclérose tubereuse. Mais comme n'importe quel médicament qui est pris tous les jours, ben, il peut avoir des effets secondaires. C'est quand même assez fréquent, somnolence, diarrhée, perte d'appétit, élévation des enzymes hépatiques. Et il y a autour, comme n'importe quel médicament, il peut avoir des interactions avec d'autres médicaments, donc il faut être à l'affût de ça. Et donc, juste vous rappeler que c'est vraiment l'Épidiolex, c'est vraiment, c'est pas, quand on consomme du pot, un joint, etc., des muffins avec de la marijuana, c'est vraiment pas la même chose que l'Épidiolex. Ici, c'est une huile avec des doses fortes, régulières, pour essayer de prévenir les crises et non pas pour apprendre aux besoins. OK, je pense qu'il y avait une question qui posait c'est quoi l'épilepsie résolue? Ben, une personne est considérée comme ayant une épilepsie résolue si elle est restée sans crise pendant au moins 10 ans, dont au moins les 5 dernières années sans traitement anticrise, ou si elle a un- elle a atteint un âge approprié de guérison pour certains syndromes épileptiques autolimités. On sait que certains syndromes, on sait que ça survient seulement dans certains, entre un intervalle d'âge, puis dépasser cet âge-là, souvent les crises tombent en rémission. Ça, il y a un nombre limité de syndromes comme ça, comme par exemple l'épilepsie rolandique. On sait que ça a tendance à disparaître avec le temps. Bon, pour le sevrage de la médication, bon, quand envisager d'arrêter un traitement anticrise, il n'y a pas de recette, là, mais ça, c'est des règles générales. Quand quelqu'un a été sans crise pendant plusieurs années, souvent plus 2 ans ou plus, selon le type d'épilepsie, quand l'épilepsie est bien contrôlée, puis il n'y a pas de cause active ou évolutive identifiée, comme par exemple une épilepsie qui est due à une tumeur bénigne, qui est bien contrôlée avec la médication, ben, ce ne serait pas une bonne idée, même si elle a été 2 ans sans crise, d'arrêter la médication parce que la tumeur bénigne est encore là. Donc, la cause de son épilepsie est encore présente. Ou quelqu'un qui a une cicatrice en lien avec un trauma crânien, même si le médicament, il contrôle bien ses crises, euh, ben, la cicatrice, elle va rester là tout le temps. Donc, les chances d'un arrêt, que les crises ne reviennent pas avec l'arrêt du médicament, ben, il y a quand même un risque. Donc, évaluation positive par le neurologue, incluant antécédents, imagerie et EEG. Donc, en général, avant de tenter de sevrer, on fait un EEG de contrôle pour voir s'il y a encore des décharges d'épileptiformes présentes ou pas. On regarde les imageries qui ont été faites dans le passé pour voir s'il y a une cause qui risque d'être persistante ou chronique. On regarde si le patient présente un syndrome qui est associé à un bon pronostic de sevrage
de médicaments. Donc, on sait que certains médicaments ont plus de chances de se tarir avec les années, tandis que d'autres vont persister. Euh, Comme par exemple l'épilepsie le petit mal de l'enfance. Ça, c'est à peu près 50% des gens qui vont avoir une rémission, tandis que l'épilepsie juvénile myoclonique, c'est seulement 15% de rémission. Donc, on va prendre ça en considération avant de prendre une décision. Puis, on regarde les facteurs de risque de récidive, comme par exemple, ça, j'en ai déjà parlé, les anomalies persistantes à l'EEG, des gens qui ont eu que ça a été difficile à contrôler avant d'obtenir le contrôle. Donc, ils ont fait plusieurs crises, des crises sévères. Peut-être, ben, souvent, ces gens-là, on va être beaucoup plus prudent. Quoi qu'il en soit, ben, le sevrage, il doit toujours être supervisé par un professionnel de la santé. On fait toujours ça graduellement. Le risque de récidive, ben, il faut toujours penser que, il y a toujours un risque. Alors, ça ne descend jamais à zéro. Donc, pour voir si la personne accepte ce risque-là. Et puis, si on fait un sevrage, comme je dis, on le fait graduellement, mais jamais brusquement. Euh, et puis, c'est important là, d'avoir une discussion avec son médecin sur les avantages et les risques d'un sevrage euh, au lieu de le faire soi-même. OK, donc ça, c'est juste ma dernière diapo, c'est juste pour vous donner un exemple là, pratico-pratique, là. Ici, là, c'est une dame de 18 ans qui a une première convulsion à vie. Donc, on lui fait un EEG, puis elle a des pointes d'épilepsiforme généralisées. Et puis, au scan cérébral, ben, c'est normal, il n'y a pas de tumeur, il n'y a pas de cicatrice. Alors, quand on veut choisir le meilleur médicament pour cette personne-là, ben, on va essayer de trouver c'est quoi le meilleur médicament pour cette personne-là. Ben, le meilleur ici, comme elle a des pointons généralisés, puis avec un début à 18 ans, il y a des bonnes chances qu'elle a une épilepsie généralisée. Donc, on va essayer de trouver un médicament qui est bon pour l'épilepsie généralisée. Alors, ça peut être acide valproïque, lamotrigine, lévétiracétam, brivaracétam, entre autres, mais pas la carbamazépine, parce que ça, c'est pas bon pour l'épilepsie d'emblée généralisée. Ici, après, comme on a plus qu'un choix, on va regarder celui qui a le moins d'effets secondaires. Alors, est-ce que, par exemple, elle a un embonpoint déjà? Si on lui donne de l'acide valproïque, ben, ça peut augmenter son embonpoint. Est-ce qu'elle veut avoir des enfants plus tard? Mais à ce moment-là, c'est peut-être préférable de choisir un médicament qui est associé à un faible risque de malformation fœtale, comme la lamotrigine ou le lévétiracétam. Est-ce qu'elle a d'autres médicaments, comme par exemple, est-ce qu'elle prend des contraceptifs oraux? Ici, si elle a des contraceptifs oraux, la lamotrigine a des interactions avec les contraceptifs oraux, donc il faut ajuster la dose en conséquence. On peut l'utiliser, mais il faut ajuster la dose en conséquence. Ou prendre un médicament qui n'a pas d'interaction, comme par exemple le lévétiracétam. Et puis, est-ce qu'elle a d'autres problèmes de santé? Ben, disons qu'elle est migraineuse. Ben, est-ce qu'on peut utiliser un des médicaments qui est possible, mais qui peut aider également ses migraines? Certainement pas prendre un médicament qui peut augmenter ses migraines. Puis, le mode d'emploi, bon, c'est probablement elle étudie, alors peut-être, c'est peut-être pas bon d'avoir un médicament qu'elle doit prendre 3 fois par jour parce que la dose du midi, ça va être, elle va l'oublier facilement. Donc, c'est peut-être mieux un médicament qui est utilisé 1 fois par jour ou pris 2 fois par jour. Et puis, prendre celui qui est le moins cher. Donc, probablement pour cette personne-là, le meilleur médicament, celui qu'on utiliserait probablement, ce serait le lévétiracétam. Alors, ça, c'est un exemple, mais donc, chaque personne est différente, il faut individualiser. Voilà, donc c'est un survol bref, mais évidemment, c'est quand même très complexe. Chaque cas est complexe, mais ça vous donne un aperçu de comment on traite l'épilepsie. Bon, là, je vais prendre des questions. Est-ce qu'il y a des questions?
Donc, s'il y a des questions, il faut... Angela, c'est vous qui allez me poser des questions? Oui, j'ai une petite question. J'ai Oui. entendu dire tantôt que la molécule ou le glutamate, vous avez parlé du glutamate. Je sais que dans les bouillons comme, comment on appelle ça, les bouillons comme de la marque Maggi, il y a du glutamate. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être à long terme ou quand c'est consommé beaucoup, que ça peut comme engendrer de l'épilepsie? Juste- Non, Mhm. non, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, les aliments qui contiennent du glutamate, bien, évidemment, ça peut causer des problèmes, comme par exemple, ça peut augmenter les risques d'avoir les chances d'avoir une migraine, mais c'est pas dangereux en soi euh, pour l'épilepsie. Il faut comprendre que tu sais, ce qu'on mange, le glutamate, là, c'est quelque chose de normal, hein. Le neurotransmetteur du glutamate au cerveau, ça existe naturellement, puis on en a besoin. Euh, Quand on s'alimente, puis qu'on mange du glutamate, c'est pas nécessairement ce même glutamate qui est formé au niveau des cellules neuronales et qui va être libéré. De toute façon, le corps est bien fait. Quand on a quelque chose en excédent, il va l'éliminer ou l'emmagasiner pour utilisation future. Alors, le problème en épilepsie, c'est plus la libération excessive. Mais en général, quand on a quelque chose en trop, on va le conserver ou l'éliminer. Donc, le corps est bien fait. Donc, c'est pas parce qu'on mange plus de glutamate qu'on va faire plus de crises. C'est ici, là, vraiment, c'est un problème au niveau du cerveau où on libère euh, de manière excessive du glutamate, mais il faut faire attention, du glutamate, on en a besoin pour le fonctionnement normal. OK? J'avais une petite question concernant parce que j'ai quand même quelques retours sur les réseaux sociaux. Il y a certaines personnes qui ne savent pas c'est quoi un régime cétogène. Je pensais savoir, mais je pense aussi que c'est comme un peu mitigé. Si vous pouvez l'éclaircir et nous dire en quoi ça peut être comme un bienfait pour le fait de C'est manger ça. Donc, cétogène. il faut distinguer le régime, la diète cétogène médicale de la diète cétogène populaire, entre guillemets. Donc, la diète cétogène, c'est un traitement médical pour l'épilepsie qui existe de très longue date, qu'on utilise principalement, comme je l'ai dit, chez les enfants avec une épilepsie sévère, souvent avec plusieurs types de crises, des crises quotidiennes ou hebdomadaires, et souvent associées à une certaine déficience. Pour ces personnes-là, on mesure le ratio de l'énergie qui vient du gras, qui vient des protéines et qui vient du sucre. Mais le message principal, c'est on essaie d'avoir moins de sucre possible et donc on est en état de jeûne relatif. L'énergie provient des graisses et des protéines principalement. Et donc, on ne sait pas comment ça fonctionne. Il y a eu de nombreuses études. Ça a un effet très large au niveau du cerveau, mais le mécanisme exact, il est probablement multiple. Mais ça fonctionne parce que dans la vraie vie, on le voit que ça fonctionne pour ces formes d'épilepsie-là. Mais c'est une diète, comme n'importe quelle diète, qui est très difficile, hein, parce que euh, il faut calculer, hein, ce qu'on mange. Et si on triche ou on fait une erreur, on peut perdre cet effet-là très rapidement. Donc, ça fonctionne assez bien quand, par exemple, disons que vous avez un enfant là, de 4-5 ans, ben, cette personne-là peut pas vraiment cuisiner, magasiner, faire son épicerie, puis manger ce qu'il veut. Alors, l'enfant, ce qu'il mange, c'est les parents qui le donnent. Alors, la diète cétogène chez quelqu'un qui a, je sais pas, 25 ans, là, puis qui a pas de déficience intellectuelle, qui fait sa cuisine lui-même, ben, puis il voit un bon biscuit au chocolat qui est rempli de sucre, puis qui triche, ben, il va perdre cet cet effet de jeûne relatif. Donc, c'est beaucoup plus difficile euh, chez les gens qui sont adultes. OK? Bon, ça, c'est la diète cétogène
médicale. La diète cétogène, populaire, c'est que, au fil des dernières décennies, ben, la diète cétogène elle a été, comme, popularisée, OK? Et dans les journaux, dans les librairies, dans les livres, qu'on voit dans les librairies, on utilise le terme de diète cétogène, mais en fait, c'est pas vraiment une diète cétogène médicale. C'est une diète cétogène un peu soft. Donc, ça utilise les principes de la diète cétogène, mais c'est moins sévère, OK? Donc, l'effet bénéfique est moins important, mais il peut avoir un effet bénéfique quand même. Alors, heu, les stars de ce monde, les célébrités vont faire cette diète-là principalement pour maigrir et non pas pour l'effet contre les crises, OK? Mais, heu, ça a un effet bénéfique, également au niveau des crises, de manière modeste. Donc ça peut être utilisé, par les personnes épileptiques, mais encore une fois, ça prend de la discipline, hein? Et si dans une famille, on a, 3 personnes qui mangent une diète normale, puis une personne qui mange la diète cétogène, ben, c'est pas évident. Alors, c'est plus difficile, hein. C'est comme n'importe quelle diète, c'est la discipline qui, alors on peut être discipliné pendant 2 mois, 3 mois, puis après on est moins discipliné, alors ça fonctionne moins bien. Vous avez des questions dans la discussion, si vous voulez aller voir. Et merci pour votre réponse. Donc, la première question, c'est, comme je dis là, je connais pas le dossier de chacun, OK? Donc c'est difficile pour moi, là, je peux juste donner des généralités, il faut en parler à votre médecin. C'est sûr quand quelqu'un a été, sur 2 médicaments, puis ça va bien, heu c'est sûr qu'on peut parler au médecin pour voir si c'est nécessaire, de est-ce que c'est nécessaire de continuer avec 2? Est-ce qu'on peut passer de 2 à un? Il y a vraiment différentes choses qu'on doit prendre en considération. Par exemple, est-ce que, ça a été compliqué d'obtenir un contrôle? Alors est-ce que le médecin et la famille ont dû ramer très fort pour obtenir finalement un contrôle? Heu à ce moment-là, peut-être que c'est plus risqué, hein, c'est plus fragile comme équilibre, puis, tenter de s'oeuvrer, de passer de 2 à un peut être un peu plus risqué que, quelqu'un, par exemple, qui, prend 2 médicaments, mais on réalise que peut-être que c'était difficile pendant ces années-là parce que peut-être que la personne, prenait plus ou moins bien ses médicaments ou, vivait des moments difficiles. Il y avait beaucoup de stress, de manque de sommeil. Ça pourrait parfois expliquer pourquoi les crises l'épilepsie était moins bien contrôlée. Donc, il y a différents éléments à prendre en considération. Il y a on peut faire également un EEG pour voir si c'est très actif ou pas, comme décharge épileptique. S'il n'y a pas de décharge épileptique, c'est sûr que c'est moins risqué que s'il y avait beaucoup de décharges épileptiques. Donc, c'est des considérations comme ça qu'on doit discuter avec le médecin. Euh, mais tu sais, de manière individuelle, c'est difficile de donner un conseil. Il faut prendre tout en considération. Bon, l'autre question, c'est quel est le seuil épileptogène chez quelqu'un d'épileptique? Donc ça, c'est difficile de, de, il y a pas une unité de mesure, OK, au seuil épileptogène. Donc, on peut dire, dans le fond, là, que quelqu'un qui a très peu de crises ou, tu sais, si quelqu'un a eu une crise ou deux, puis on lui a donné un médicament, puis il n'y a plus rien eu par la suite, puis c'est super facile avec une faible dose, ben lui, son seuil, euh, son risque n'est pas très élevé, hein. C'est pas une épilepsie hyper compliquée. Son seuil, il est probablement très élevé, donc ça va prendre beaucoup pour, qu'il y ait une crise. Donc son verre d'eau, il est quasiment il est pas vide, mais il est pas très, rempli. Quelqu'un qui, a une épilepsie, tu sais, qui fait des crises, plusieurs crises par jour, ben,
on peut dire que son verre, il est sur le rebord, hein, ça prend pas grand-chose. Son seuil épileptique est faible, ça prend pas beaucoup pour l'atteindre. Donc c'est que son verre d'eau, il est quasiment au rebord, ça prend pas grand-chose. Tu sais, les gens qui ont une épilepsie puis qui, tu sais, ils sautent juste une dose, là, c'est pas grand-chose, ils sautent une dose puis ils font une crise. Mais eux, ça veut dire que le verre d'eau, il est plus rempli que l'autre. Euh, les gens qui ont tu sais, une épilepsie, puis ils ont fait quelques crises, on leur donne le médicament, puis ils n'ont plus rien eu, puis tu sais, ils oublient une dose par semaine, puis il ne se passe rien, ben probablement que eux, leur verre, il n'est pas très rempli. OK? Ça ne veut pas dire qu'ils sont guéris nécessairement, c'est juste qu'ils ont plus de jeu que d'autres personnes. OK? Il y avait d'autres Donc, questions plus haut. on peut estimer le seuil de quelqu'un, mais il n'y a pas d'unité de mesure en tant que telle, là. Il y avait d'autres questions qui avaient été posées, mais plus haut dans le chat. Voulez-vous que je vous les lise ou? OK, donc, est-ce qu'il y a une relation entre l'épilepsie et les troubles de concentration? Ben ça, c'est pas vraiment sur le traitement médical, mais oui, il y a un lien. Bon, il y a un lien et non, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des troubles de concentration qui n'ont pas d'épilepsie, donc ça existe. Les personnes avec un déficit de l'attention, par exemple, c'est très commun. Euh, les gens avec une épilepsie ont plus de chances d'avoir des troubles de la concentration. Ça peut être à cause de la maladie de base. Donc, disons qu'ils ont une épilepsie qui vient, je ne sais pas moi, du lobe frontal. Le lobe frontal, c'est très important pour l'attention, le réseau de l'attention. Donc, la maladie de base fait en sorte qu'ils ont un peu moins d'attention. La médication peut parfois jouer. Ça dépend de la dose, le type de médication. Alors, évidemment, s'ils font des crises qui sont non contrôlées, ça peut donner le change pour des troubles de concentration. Euh, donc, c'est sûr que si une personne a des absences fréquemment, ben, c'est, ça peut donner le change pour un trouble de concentration, mais en fait, c'était parce qu'il était en crise, puis il ne pouvait pas se concentrer parce qu'il était en crise, donc il y avait une absence. Donc, oui, la réponse c'est oui, mais il faut essayer de trouver les composantes de ce trouble d'attention, puis voir s'il y a quelque chose qui peut être fait. Pour l'autre question, c'est quel type d'épilepsie Xcopri s'adresse? Est-ce que c'est bon pour le syndrome de 12? Mais le Xcopri, ça a été étudié dans les études pivots qui ont mené à l'approbation du médicament, c'était pour l'épilepsie focale réfractaire. Donc, c'était pas des gens avec un syndrome de 12. Donc, c'était premièrement des personnes adultes qui ont échoué plus de 2 médicaments et qui avaient une épilepsie focale. Et donc, le médicament il est approuvé en traitement d'appoint pour l'épilepsie focale adulte euh, et réfractaire. Donc, échec de deux médicaments. Par la suite, une fois qu'il a été commercialisé, il y a des différents groupes il y a des médecins qui l'ont essayé parce que, bon, ils soignaient des gens avec une épilepsie difficile. Donc, ils l'ont utilisé à l'extérieur des indications officielles. Et puis, il y en a qui l'ont essayé sur des épilepsies généralisées. Ils l'ont essayé notamment sur les syndromes de Lennox-Gastaut, syndrome de Douce. Mais c'est vraiment des petits nombres de sujets. Donc, c'est difficile de se faire une idée. Il semblerait que, avec ce qu'on voit actuellement, ça pourrait avoir un bénéfice, mais ça vient pas de grandes études avec des gros placebos. Donc, il y a des limites dans ces études-là. Mais donc, vous pouvez en parler à votre médecin, mais ce serait une utilisation hors indication officielle. OK. Les études en pédiatrie sont en cours. Les résultats ne sont pas encore sortis. Donc, actuellement, si c'est utilisé en âge pédiatrique, comme je le dis, c'est hors indication. Bon, quand il y a un membre qui bouge en crise, on parle bien d'épilepsie focale, exemple le bras droit. Quel type de traitement peut-on recommander? L'épilepsie a été diagnostiquée à l'EEG.
Ben oui, donc pour déterminer si quelqu'un a une épilepsie focale ou généralisée, ben, on fait une histoire complète, puis on regarde toutes les investigations. Donc, on ne se fie pas juste sur un élément. Donc, on regarde l'âge d'apparition, les antécédents médicaux, la description des crises, le G, la résonance magnétique. Et puis, ben, oui, quelqu'un qui bouge d'abord le bras droit, ça pourrait signer une épilepsie focale parce que ça a commencé de manière focale. Mais faut regarder également les autres tests, les autres indices. Mais oui, si c'est une épilepsie, ça pourrait indiquer que c'est une épilepsie focale. Je dis ça parce que je connais pas toute l'histoire, mais des fois, il y a certaines épilepsies, on voit juste certains symptômes quand on arrive, puis on voit le patient, donc on n'a pas vu l'entièreté de la crise. Mais si c'est une épilepsie qui touche juste un membre, ça suggère fortement à ce que c'est une épilepsie focale. Puis à ce moment-là, comme j'ai dit plus tôt, la majorité des médicaments anticrise sont efficaces pour les épilepsies focales. Là, après, il faut choisir celui qui est le plus approprié par rapport à l'âge, les comorbidités, fonction rénale, hépatique, les médicaments qu'il prend, etc. Donc, mais il y a plusieurs choix possibles. Est-ce qu'il y a un médicament qui ne joue pas vraiment sur la mémoire? Donc, comme je l'ai dit tantôt, les médicaments anti-crise, c'est fait pour calmer l'excitabilité, l'hyperexcitabilité du cerveau. Alors, c'est sûr que tous les médicaments peuvent donner de la somnolence ou un ralentissement. Ça dépend de la dose. Puis, il y a certains médicaments qui sont beaucoup mieux tolérés que d'autres au niveau, par exemple, de la mémoire. Il y a des gens, par exemple, qui ont de l'épilepsie avec la maladie d'Alzheimer, par exemple. On va utiliser certains médicaments plutôt que d'autres parce que dans les études qui ont été faites, ces médicaments-là avaient été mieux tolérés. Puis, il y a des médicaments qu'on sait là, qui ont un effet plus important parce qu'on les a testés avec euh, on a testé leur fonction cognitive par des épreuves neuropsychologiques et puis on sait que certains médicaments ont un impact un peu plus important. Donc, ceux qui ont probablement le moins d'impact au niveau cognitif, on a la lamotrigine, par exemple, qui est bien. Il y a la gabapentin, qui est bien, la prégabaline, qui est bien, euh, le lévétiracétam probablement, la lacosamide, on a de plus en plus d'études. Donc, les principaux, vraiment, c'est lamotrigine, gabapentin, prégabaline, lévétiracétam, là. Mais encore, il faut voir si ça s'applique à la personne en tant que telle. OK? Puis pour les autres médicaments, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les, les utiliser. C'est juste qu'on va commencer avec ceux qui ont le moins d'impact potentiel. Et puis, si ça ne fonctionne pas pour le contrôle des crises, mais on va se résoudre à essayer les autres. Donc, on essaie avec la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne, etc. Et essayer d'obtenir un équilibre entre le contrôle des crises et les effets secondaires. OK. Après, là, je pense y avait-tu d'autres questions que vous voyez? Là, je descends la liste. Il y en a une sur la ménopause et l'hormonothérapie. Et la question, c'est, Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur l'épilepsie et la ménopause et sur l'interaction de la médication avec l'hormonothérapie, c'est-à-dire le prométhium puis l'estrogel? oui, donc, en général, la ménopause, l- les personnes avec épilepsie, en général, ont un peu moins de crises. Donc, ça ne s'applique pas à tout le monde, mais en général, euh, on voit la fréquence des crises diminuer. Les raisons sont, on ne connaît pas avec certitude, mais une des choses une des pistes de solution, c'est la diminution de la fluctuation hormonale. Donc, on sait que en épilepsie, c'est
pas vraiment la quantité d'estrogène ou de progestérone, etc. C'est plutôt la fluctuation. Donc, c'est le fait qu'il y a une chute et qui fait en sorte que, donc, la fluctuation qui met la personne un peu plus à risque euh, de faire des crises. Et donc, en ménopause, ben, on va progressivement perdre cette fluctuation-là. Et la prise d'hormones en tant que telle, c'est pas négatif là, pour les crises. OK? C'est vraiment la fluctuation qui est responsable, on pense, pour l'augmentation de la fréquence des crises durant la période d'ovulation ou la période menstruelle. Bon, il y avait une question pour l'épilepsie rolandique. Ben, l'épilepsie rolandique, typiquement, c'est entre 3 et... Bon, moi, je suis un neurologue adulte, mais bon, juste pour vous dire, l'épilepsie rolandique, c'est à peu près entre 3 et 13 ans. L'âge d'apparition avec un pic autour de 7 à 10 ans. Puis, c'est des crises focales qui surviennent surtout la nuit ou au réveil, avec des symptômes moteurs ou sensoriels, orofaciaux. Et puis, souvent, la personne, elle reste consciente ou juste une altération partielle de la conscience, mais ça peut être des engourdissements de la joue, la langue, les lèvres, ça peut être de la difficulté à parler, l'hypersalivation ou des spasmes du visage ou des membres. Ça peut parfois généraliser, là, avoir une convulsion tonico-clonique. Puis la régression, en général, ben, c'est bon, mais c'est autour de l'adolescence, généralement avant 16 ans. Fait que je ne sais pas si ça aide, là, mais c'est principalement ça, les règles générales. OK, je pense qu'on a fait le tour des questions. OK, donc je vous souhaite Oh, un autre message. OK. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Puis, je vous Merci invite beaucoup. à participer au prochain atelier sur le traitement chirurgical de l'épilepsie. Merci. C'est bon? Oui. OK. Merci Ben, beaucoup, bye-bye. Dr. Merci Nguyen. beaucoup. Un gros